vais vous présenter le projet Euro sur lequel j'ai fait du coup ma thèse chiffre suivi de différents postdocs. Et du coup, ce projet, il visait à voir si des zones littorales flottantes pouvaient soutenir la biodiversité des écosystèmes marins. Donc très rapidement, un petit contexte. Donc, on sait tous qu'actuellement, il y a un boom de la construction de réservoirs dans le monde, donc que ce soit des réservoirs hydroélectriques, collinaires, des bassines, etc. Et donc ces écosystèmes, ils sont, comme tous les autres, ils sont impactés par différentes pressions, donc que ce soit des pollutions, les invasions par les espèces exotiques envahissantes, mais il y a surtout une pression qui nous intéresse dans ce projet, et c'est lié du coup à la gestion de l'eau, notamment sur les fluctuations artificielles du niveau de l'eau. Vous pouvez voir donc sur ces photos de Serre-Ponçon où effectivement ces fluctuations de niveau, elles vont principalement impacter du coup les habitats littoraux qui sont essentiels pour toute la faune aquatique et même amphibienne, voire terrestre. Donc Serre-Ponçon, ça va être notre site d'étude pour ce projet. Quelles sont les solutions pour lutter un peu contre les effets néfastes donc de ces fluctuations artificielles du niveau de l'eau? Premièrement, on peut jouer donc sur la gestion des niveaux de l'eau, par exemple réduire les usages en période critique pour la faune, donc principalement au printemps et en été. Faire appel au génie végétal, donc par exemple stabiliser, revégétaliser les berges. Faire appel aussi à l'ingénierie écologique, donc installer des habitats artificiels fixes ou des habitats artificiels flottants. Parmi toutes ces solutions, il n'y en a qu'une seule qui peut être mise en place dans des écosystèmes où il y a des très fortes fluctuations de niveau, c'est l'installation d'habitats artificiels flottants. En effet, les autres solutions, elles sont difficilement faciles à mettre en œuvre lorsque les fluctuations sont trop importantes. Et surtout, elles seraient inefficaces. Et donc l'objectif de ce projet, finalement, c'était d'une part de concevoir, d'installer, mais surtout de tester donc, sur plusieurs années l'efficacité de zones littorales flottantes artificielles. Donc pour ça, le pôle éclat il s'est associé notamment à la société Écocéan qui ont designé et construit ces îlots flottants. Vous avez ici une image 3D donc, des structures où on peut voir donc il y a différentes zones. Vous avez premièrement donc, la partie flottante qui est composée de caissons flottants. Certains ont été découpés. Certains ont été découpés pour servir de jardinières à hélophytes. Ils ont été percés pour que les racines de ces hélophytes puissent croître dans l'eau et créer donc, des habitats végétaux. Vous avez ensuite donc, la partie aquatique, donc, qui correspond aux 3 grosses piscines en aluminium. Dans ces zones-là, le fond a été tapissé de plantes aquatiques. Et on a également installé des cages contenant du substrat minéral. Donc en fait, ces structures, c'est en gros une mini-zone littorale artificielle. Vous avez donc tous les compartiments d'une véritable zone naturelle. Et ça recrée un peu également donc, toutes les fonctions nécessaires. Je vous ai mis ici une espèce de frise avec les grandes étapes du projet. Donc le projet, sa jeunesse, c'était en 2017. Où pendant l'année qui a suivi, il y a eu notamment des prototypes qui ont été installés pour faire quelques essais. Il y a eu toute la mise en place du projet. Mais c'est surtout en 2018 où ce projet il a vraiment pris un tournant, puisque du coup, il y a 3 structures, comme je vous ai montré précédemment, qui ont été installées donc, sur la retenue de Serre-Ponçon. Et ensuite, jusqu'en 2024, donc maintenant, où le projet s'est pratiquement terminé. Il y a eu énormément de suivi écologique à des fréquences parfois très élevées, beaucoup d'analyses de données et ensuite donc, de la valorisation scientifique. Donc en termes de résultats et valorisation, je vais vous présenter tout ça. Premièrement, donc, en ce qui concerne le compartiment plantes, pour les hélophytes, donc sur la partie terrestre, on a pu observer dans le temps donc, une croissance et sur le long terme un maintien des hélophytes. Donc ça c'est un résultat très positif. Vous pouvez voir ici des racines qui ont donc poussé dans l'eau et qui forment du coup des habitats végétaux intéressants pour toute la faune aquatique. En ce qui concerne les hydrophytes, donc les plantes aquatiques, on a eu un développement très important des gros herbiers de potamogetons que vous pouvez voir sur les photos, également donc des myriophiles. Par contre, on avait installé
des plantes type gazonnantes, par exemple des caracées, des sucenia. Pour ces espèces-là, par contre, on a plutôt eu un maintien, voire une décroissance. Pour les compartiments des macro-invertébrés, ce qu'on a montré donc, dans un article qui a été publié en 2022, c'est qu'on a des communautés qui étaient abondantes et diversifiées au sein de nos structures, en comparaison de nos stations témoins, donc en bordure du lac, principalement en période de fort marnage, donc printemps et été. Donc voilà, abondance et richesse taxonomique supérieure dans nos structures par rapport aux stations témoins. Deuxième grand résultat, on a montré qu'on avait des communautés qui étaient fonctionnellement très différentes entre les structures flottantes et les stations témoins. Dans les structures flottantes, on retrouvait par exemple des individus qui étaient peu mobiles, avec une dispersion aquatique passive, plutôt de type filtreur prédateur, plutôt polluosensible, et des taxons qui étaient plutôt associés à des milieux chauds et végétalisés. Pour les communautés dans les stations témoins, en fait, elles sont quasiment à l'opposé, c'est-à-dire qu'on avait des individus qui étaient très mobiles, notamment pour survivre en période de fort marnage, des espèces qui étaient plutôt polluo-résistantes et eurythermes, avec une dispersion aérienne active, donc des insectes par exemple, et plutôt associées à des substrats minéraux, donc ça colle parfaitement avec les caractéristiques de la zone littorale de Serre-Ponçon. Enfin, troisième résultat d'un article qui est en cours de préparation. Vous avez ici donc deux graphiques. À gauche, c'est la richesse taxonomique et à droite, c'est l'abondance. On a pu voir que finalement, il y avait une certaine stabilité de la communauté dans le temps pour ces deux indices. Mais surtout, des richesses et des abondances qui sont quand même beaucoup plus importantes que dans nos stations témoins représentées en gris sur toutes ces années. Ici, vous avez trois graphiques. Alors à gauche, vous avez le taux de colonisation, au milieu, vous avez le taux d'extinction, et ici, vous avez le turnover rate, c'est-à-dire s'il y a beaucoup de changements d'espèces dans la communauté. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'on avait finalement une colonisation qui était très rapide au début des structures, et ensuite, on avait un taux d'extinction qui était plutôt stable dans le temps. Donc finalement, les communautés, elles sont stables dans le temps, et on avait un très faible turnover comparé aux stations témoins. Et donc, en fait, on retrouve principalement toujours les mêmes espèces au sein de nos structures. Enfin, je suis désolé, c'est un peu trouble les graphiques. On a pu montrer qu'on avait du coup un maintien, voire une expansion de l'abondance de certains taxons d'intérêt dans nos structures. J'ai mis ici trois exemples. Vous avez les trichoptères à gauche, vous avez les gamars au milieu et les chironomes à droite. Donc voilà, il y a certains taxons finalement qui ont réussi à se maintenir durant toutes ces années au sein des structures, voire même pour certains où l'abondance a augmenté au fil du temps. Dernier résultat dans cette partie, depuis 2021, il y a eu l'installation malheureusement de la quagga au sein de Serre-Ponçon. Et à partir de cette date-là, on a pu observer en fait, une explosion de la quantité de dressènes au sein de nos structures depuis 2021. Donc là, vous pouvez voir vraiment que ça a explosé. Et même quand on a fait les suivis, on pouvait voir que les structures étaient quand même vraiment recouvertes de ces moules invasives. Par contre, comme on l'a vu précédemment, malgré l'explosion de la densité de ces dressènes, finalement, ça n'a pas eu forcément d'impact sur les autres taxons et sur la communauté en général. Donc ça, c'est quand même plutôt positif. En ce qui concerne les poissons, donc ça, c'est les résultats issus d'un article qui est en cours de révision mineure dans KMAE. Ce qu'on a montré, c'est que finalement, les communautés de poissons au sein de nos structures, elles étaient peu différentes par rapport à nos stations témoins. Les seules petites différences qu'on a pu montrer, c'était dans l'abondance de certaines espèces au stade. Par exemple, on a trouvé un petit peu plus de brochets, on a trouvé un peu plus de perches adultes, un peu plus de toxostome. Par contre, il y a un résultat qui me semble très important et qui a été publié dans IGL cette année, c'est que finalement les structures, elles ont un intérêt pour une espèce emblématique, qui était d'ailleurs notre espèce cible à la base, du fait de sa reproduction dans des herbiers qui sont quasiment inexistants dans les stations littorales. C'est que du coup, les résultats ont montré que durant 6 années consécutives, on a pu observer à la fois des larves, des petits juvéniles,
dans les structures flottantes et surtout avec des abondances supérieures par rapport aux stations littorales témoins. Vous avez ici quelques images de brochets vraiment en détail très très petites. D'autres résultats, donc là on passe plutôt sur la partie terrestre, voire amphibie. Sur ces 6 années, du coup, on a pu observer plusieurs pontes de différentes espèces d'oiseaux. Donc 3 espèces, le goéland argenté, le canard colvert, la bergeronnette grise. On a pu comptabiliser plus de 40 œufs pondus, c'est quand même pas mal. Et on a également donc une autre espèce d'amphibien, donc le buffo-buffo, le crapaud commun, qui est venu donc pondre dans les racines des élophytes. Et on a également pu observer du coup d'autres stades comme les juvéniles et les adultes. Rapidement, la discussion. Du coup, pour les macroinvertébrés, on a vu qu'on avait des communautés riches, abondantes et originales dans les structures. Ça, c'est en lien du coup avec la diversité, la complexité des habitats qu'on a dans les structures flottantes, mais surtout l'accessibilité permanente, puisque les structures flottent, donc elles ne sont pas impactées par le niveau de l'eau. C'est aussi grâce à la colonisation aérienne, surtout aux insectes, où on a pu notamment trouver des taxons qu'on ne retrouvait pas en berge. Du coup, il y a eu une colonisation quand même aérienne intéressante, et donc ça met un peu en évidence un certain intérêt de ces structures pour la continuité écologique et comme puits de colonisation, dissémination. Pour les poissons, finalement, on a montré que les communautés étaient peu différentes. Ça c'est dû d'une part parce qu'il n'y a pas de colonisation extérieure, les poissons volants c'est que en marin et pas en eau douce. Mais surtout, je pense qu'il y a 2 critères pour ça. C'est surtout la distance à la berge. C'est vrai que les structures sont quand même installées à environ 50 mètres de la berge et à des profondeurs importantes de 30-40 mètres. Donc c'est vrai que ça peut limiter aussi la colonisation par certains poissons qui ont une nage un peu difficile ou par tout simplement les espèces benthiques qui ne quittent pas trop leur substrat. Par contre, on a montré une fonction intéressante de nurserie pour le brochet avec des observations récurrentes et pas mal de bandes juvéniles également qu'on a observées au printemps en observation visuelle. Très rapidement, je voulais revenir aussi sur le fait que c'est un projet où on a également beaucoup communiqué avec 3 articles scientifiques, plus ça en préparation, un manuscrit de thèse, 3 reportages télévisés, plusieurs articles dans des journaux locaux et sur Internet, plusieurs conférences nationales et internationales, et également donc un prix qu'on a gagné à EDF Pulse dans la catégorie biodiversité. Rapidement en conclusion, donc voilà, après 5 à 6 années de suivi, on a quand même des résultats qui sont très encourageants et un bilan positif sur l'efficacité écologique des structures. Mais des essais supplémentaires sont nécessaires quand même pour valider l'efficacité de ce type de structure, notamment sur d'autres types d'écosystèmes, donc par exemple plus petits, avec moins de marnage, ou carrément d'autres types de réservoirs, pas forcément hydroélectriques. En tout cas, il y a eu donc un transfert de ces structures aux gestionnaires locaux, donc on peut parler d'une bonne appropriation locale. Pas de dégradation observée durant toutes ces années, donc on peut dire qu'il y a eu une bonne acceptation de la part des locaux. Et enfin, donc à la fin de ce projet, il y a une version améliorée des structures qui a été designée avec une version plus grande, donc 100 mètres carrés au lieu de 70, plus écologique avec moins de plastique et plus fonctionnelle globalement. Donc voilà, maintenant il vous reste à trouver le temps et les financements pour lancer ce Euros version 2. Voilà, je voulais profiter d'être une dernière fois avec vous pour vous remercier déjà de m'avoir écouté, mais surtout pour ces 6 merveilleuses années passées à vos côtés dans ce projet. Merci.